Réexamen de la peine de Jacob Zuma en Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle a mis en délibéré son jugement concernant l'ancien président. Reporters sans frontières condamne l'arrestation de 12 journalistes en Éthiopie pour les dissuader d'inquiéter de manière indépendante sur le conflit. L'ONG appelle à leur libération immédiate. Assassinat du président haïtien, Bogota enquête sur plusieurs déplacements en Colombie en 2021 du chef de la sécurité de Jovenel Moïse. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonjour et bienvenue à tous. La Cour constitutionnelle sud-africaine a mis en délibéré son jugement concernant l'ancien président Jacob Zuma après avoir débattu de sa peine pendant 10 heures lors d'une audience virtuelle. L'avocat de Zuma a tenté de persuader la Cour de lui éviter la prison, évoquant son grand âge et les risques pour sa santé. Les précisions. La plus haute cour sud-africaine, la Cour constitutionnelle, a réexaminé ce lundi en audience virtuelle la peine de 15 mois de prison ferme qu'elle a infligée à Jacob Zuma pour outrage à la justice. L'ancien président de 79 ans a été jugé coupable d'avoir multiplié les prétextes fallacieux pour ne pas comparaître devant la commission qui enquête sur la corruption d'État sous sa présidence de 2009 à 2018. Son avocat a tenté de persuader la Cour de lui éviter la prison, évoquant son grand âge et les risques pour sa santé. Le point de départ pour nous est le suivant. Qui doit garder les gardiens? En effet, cette affaire suppose avant tout que c'est la Cour constitutionnelle qui aurait dépassé les limites de la Constitution. Plus important encore, il faut garder à l'esprit que ce dont nous traitons ici, ce ne sont pas des motifs d'appel ou de révision, mais des allégations de comportement. Un comportement qui est ultra variable et inconstitutionnel et donc invalide. Cette affaire est également sans précédent. Mais malgré cet outrage flagrant, parce que ce tribunal lui a demandé d'assister à la commission présidée par le juge Zondo. Malgré ce mépris flagrant qui persiste dans ces documents, Zuma ne veut pas non plus être puni. L'ancien président s'est rendu à la police mercredi soir. Son incarcération a suscité de violentes manifestations au cours du week-end qui se sont poursuivies avec des pillages et des morts. L'armée a été appelée en renfort lundi pour contenir les débordements. Le président Ramaphosa a condamné les incidents et appelé au calme. Dans le même registre, l'armée a appelé en renfort lundi pour contenir les débordements en Afrique du Sud. Les violences dans le pays étaient au 4e jour, violences initialement déclenchées par l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma et qui ont fait plusieurs morts. Des incidents ont éclaté vendredi en pays Zoulou à l'est, dont Jacob Zuma est originaire, et où il s'est constitué prisonnier après avoir été condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Depuis, l'agitation a gagné Johannesburg, principalement ces quartiers les plus déshérités où le sort de Jacob Zuma est largement hors sujet. Là, le moteur est alimentaire, économique. Petits boulots et survie en mode débrouille sont entravés depuis fin juin par les restrictions imposées en raison d'une 3e vague de pandémie de la Covid-19 meurtrière. C'est un chaos de criminels et d'individus opportunistes à la manœuvre, selon la formule d'un porte-parole de la police, qui cible centres commerciaux et magasins. Ils emportent téléviseurs géants, nourriture, matelas, réfrigérateurs, tout ce qui se présente jusqu'à une baignoire en équilibre sur la tête d'un fuyard, selon des journalistes de l'AFP, présents sur plusieurs sites. Les forces de l'ordre, en infériorité numérique flagrante, chassent les pillards en tirant des balles en caoutchouc pour les disperser. Ils ont arrêté 489 personnes, a précisé le président dans la soirée. Cyril Ramaphosa a souligné le caractère inédit de ces violences, estimant que si les frustrations et la colère exprimées ont des racines politiques, aucune cause ne peut les justifier. Il a promis de restaurer le calme et la stabilité.
Lundi matin, le centre de Johannesburg présentait un paysage désolé de vitres brisées et de carcasses de voitures brûlées. Des hélicoptères de la police survolaient la mégalopole. À Pietermaritzburg, à l'est, des soldats patrouillaient déjà parmi les débris et beaucoup de magasins n'ont pas ouvert dans la journée, y compris les stations-service selon des témoins. À Soweto, ces scènes se sont répétées en début d'après-midi. Toujours en Afrique du Sud, le bilan des violences et pillages qui frappent le pays depuis plusieurs jours est passé à 32 morts avec l'annonce de 22 morts supplémentaires ce mardi matin par le Premier ministre de la province du KwaZulu-Natal. Le bilan dans la province où ces violences ont commencé vendredi est passé à 26 morts, annoncé Sile Zikalala lors d'une conférence de presse. Il faut ajouter à ce bilan les 6 morts dans l'agglomération de Johannesburg, confirmé lundi soir par le président Cyril Ramaphosa. Les premiers incidents avec des routes bloquées et des camions incendiés ont eu lieu vendredi au lendemain de l'incarcération en pays zoulou de l'ancien président Jacob Zuma, condamné à une peine de prison ferme pour outrage à la justice. Elles se sont encore poursuivies dans la nuit de lundi à mardi, ont constaté plusieurs journalistes de l'AFP sur place, notamment à Soweto, Immense Township, à l'ouest de Johannesburg. Ce journal se poursuit. L'Assemblée nationale du Sénégal a adopté lundi un nouveau code électoral, un texte défendu par le ministre de l'Intérieur issu du dialogue politique lancé en 2019 par le chef de l'État avec en perspective les élections locales de janvier 2022 avant les législatives et la présidentielle de 2024. La majorité se félicite d'avancées majeures, mais l'opposition dénonce un recul démocratique. L'opposition parlementaire est montée au créneau sur les articles qui excluent de fait les candidatures de Khalifa Sall, ex-maire de Dakar, et de Karim Wade, fils de l'ancien chef de l'État. Le nouveau code électoral doit être promulgué avant le 23 juillet, soit 6 mois avant les élections locales, pour être dans les délais prévus par la CEDEAO. Je le disais en titre, Reporters sans frontières a appelé lundi à la libération immédiate de 12 journalistes éthiopiens arrêtés selon l'ONG pour dissuader d'enquêter de manière indépendante sur le conflit dans la région du Tigré. Reportage. La plupart des journalistes, dont l'un gère une chaîne YouTube critique à l'égard du gouvernement, ont été arrêtés le 30 juin à Addis Abeba, précise RSF dans un communiqué. RSF souligne qu'aucune explication à leur arrestation n'a été donnée jusqu'au 2 juillet, date à laquelle la police a finalement soutenu que les journalistes étaient maintenus en détention en raison de leur affiliation à un groupe terroriste récemment banni par le Parlement éthiopien, le Front de libération du peuple du Tigré, le TPLF. Ce parti a été accusé par le Premier ministre Abiy Ahmed d'avoir orchestré des attaques militaires contre les bases de l'armée fédérale. Nous condamnons ces arrestations massives de journalistes qui visent clairement à les dissuader d'enquêter de manière indépendante sur le conflit dans la région du Tigré, a déclaré le responsable Afrique du RSF. Ces arrestations, effectuées dans la plus grande opacité, sont d'autant plus choquantes que le Parlement éthiopien a voté il y a seulement quelques mois une nouvelle loi sur les médias qui décriminalise la plupart des délits de presse. RSF exige la libération immédiate et sans condition de ces journalistes, ajoute le responsable. Au cours du week-end, la Commission éthiopienne des droits humains, un organisme indépendant mais rattaché au gouvernement, a exprimé de graves inquiétudes s'agissant de ces arrestations, affirmant que les détenus n'ont pas obtenu de droit de visite de leurs avocats et de leurs familles. Le gouvernement éthiopien a imposé de rudes conditions aux journalistes qui ont couvert le conflit au Tigré. En mai, les autorités éthiopiennes ont expulsé le correspondant dans le pays du New York Times, Simon Mack, après avoir révoqué sa licence pour sa couverture déséquilibrée de la guerre au Tigré. Plusieurs journalistes et traducteurs travaillant pour les médias internationaux dont l'AFP, Reuters, la BBC et le Financial Times ont été détenus ces derniers mois dans le cadre de leur métier. L'Éthiopie occupe actuellement la 101e place sur 180 pays dans le classement de liberté de la presse établi chaque année par RSF.
Et puis, Bogota inquiète sur plusieurs déplacements en Colombie en 2021 de Dimitri Herrad. Il est le chef de la sécurité du président haïtien Jovenel Moïse, assassiné le 7 juin dernier par un commando dont faisaient partie 21 Colombiens selon la police de ce pays. Le chef de la sécurité de Jovenel Moïse s'est rendu à plusieurs reprises en Équateur, au Panama et en République dominicaine via la Colombie entre janvier et mai 2021, a indiqué en conférence de presse le général Jorge Luis Vargas, directeur de la police colombienne. Nous savons qu'il n'a pas seulement fait escale, mais est resté quelques jours en Colombie, a-t-il déclaré, ajoutant que la police colombienne était en train de vérifier à travers Interpol les activités auxquelles Dimitri Herrad s'est livré dans ces différents pays. Au total, 21 Colombiens, dont de nombreux anciens militaires, font l'objet d'une investigation dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président haïtien, a précisé le général Jorge Luis Vargas. 3 d'entre eux ont été tués par les forces de sécurité haïtiennes et 18 ont été arrêtés, soit un total de 21, a-t-il dit. Au lendemain de l'assassinat, les autorités haïtiennes ont évoqué un commando de 28 personnes, dont 26 Colombiens et 2 Américains d'origine haïtienne. Le gouvernement colombien coopère avec Port-au-Prince pour tenter de faire la lumière sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Pour l'heure, 17 anciens militaires colombiens ont été identifiés par Bogota, dont 15 ont quitté l'armée entre 2018 et 2020. Selon les services de renseignement, sur les 21 Colombiens identifiés, 19 ont voyagé avec des billets d'avion achetés avec une carte de crédit de l'entreprise CTU Security, une société de sécurité enregistrée à Miami. Ces personnes font partie des 21 Colombiens capturés ou qui sont morts en Haïti et qui ont voyagé de Bogota à Saint-Dominique, a précisé le général Vargas. L'enquête sur l'assassinat du président est aux mains des autorités judiciaires de Haïti. La Colombie coopère judiciairement à sa demande, a-t-il insisté. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur Sika TV.